Cette semaine était celle des révélations dans Westworld. Dolores a dévoilé son jeu et une partie des théories qui avaient été lancées sur le net ont simplement été balayées. Cet épisode était une mine d'informations, il y a encore quelques références dont je vais vous parler, et la reprise de Ramin Djawadi montre encore une fois le talent du compositeur. Passons quelques minutes pour parler de tous ces détails importants, c'est parti, générique. Commençons donc par le titre de l'épisode qui, comme chaque fois, est une piste essentielle pour comprendre le contenu. Mother of Exile fait référence à un poème écrit par Emma Lazarus en 1883 et qui se trouve gravé sur une plaque montée sur le piédestal de la Statue de la Liberté. Je vous l'écris en version intégrale, juste là, traduit en français. On retrouve toute la symbolique évoquée depuis le début de cette saison 3 avec la mère qui guide les pauvres, les exténués et les masses, espérant à vivre libre. On voit clairement dans ce passage la référence à la mission que se lance Dolores avec une idée de révolte contre un système qui opprime les masses. Elle se voit comme le colosse de Rhodes ou la Statue de la Liberté qui guide les âmes perdues vers une nouvelle terre d'accueil. Tout l'épisode rappelle ce poème avec également le refus des fastes d'un autre âge et cette fête à la Eyes Wide Shut qui regroupe toutes les plus grosses fortunes de la planète dans une recherche du plaisir creux et simplement mercantile. Les cités jumelles sont, elles, les deux réalités qui sont clairement dévoilées au fur et à mesure de la saison. D'un côté, la simulation lancée par Rehoboam, qui est personnifiée ici par Serac, qui, je le pense, est clairement mort et est une sorte de parangon de la société parfaite mise en avant par Insight, et de l'autre côté, un autre monde qui pourrait très bien être le parc de Westworld, ou alors le monde réel, si bien sûr ce monde existe toujours et n'a pas été anéanti par une guerre contre les machines, comme c'est le cas dans Matrix. Mes théories ne se sont pas vérifiées à 100% pour l'instant, donc je vais rester prudent, mais l'apocalypse est selon moi une piste à envisager. Là encore, une référence est lancée, mais cette fois c'est Ramin Djawadi qui s'en charge avec sa reprise star de la saison. L'année dernière, on avait eu droit à une version épique de Paint in Black des Stones, mais cette année c'est Wicked Games de The Weeknd qui a été choisi, et même si j'aurais été totalement incapable de retrouver l'original, je suis presque plus fan de la reprise que de ce titre de R&B, mais je suis pas complètement impartial. Donc ce jeu pervers qui est évoqué avec le titre de Djawadi fait en premier lieu référence à la petite fête façon Eyes Wide Shut, mais il y a tellement de jeux pervers dans cet épisode qu'on peut élargir ce titre à quasiment tous les personnages. Dolores d'abord bien évidemment, pour tellement de raisons. Serac qui dévoile sa part sombre avec des mouvements de plus en plus tordus, mais aussi Bernard qui met en place sa stratégie pour détecter les autres et essayer d'attraper Dempsey avant que la Dolores Team ait pu lui mettre la main dessus. Je sais pas si le principal opposant à Dolores va finalement être Bernard ou Maeve cette saison, mais ils tiennent tous les deux la corde pour prendre les commandes de la résistance contre la mère des exilés. Le plan de Dolores et Caleb pour mettre la main sur le pognon nécessaire à maintenir le projet de privatisation de Delos est plutôt bien amené. On comprend assez rapidement que le dindon de la farce va être Dempsey Jr. Après le petit coup de pression que lui met Connells au début de l'épisode, tout est calé au millimètre et Dolores n'a aucune pitié pour qui que ce soit pour mener à bien son plan. Le but principal est de siphonner totalement les comptes privés de Liam Dempsey Jr. pour avoir les armes nécessaires pour lutter contre l'attaque de Serac sur la société de Delos. Dolores compte bien mener à bien sa privatisation de la société et donc sortir complètement du marché des actions. Mais est-ce que ça va s'accompagner du placement d'un autre avec le visage de Dempsey pour prendre le contrôle total, ou alors le but était juste de l'écarter en l'éliminant? On va le savoir assez rapidement, je pense, à voir le trailer qui a été proposé. J'en viens au gros morceau de l'épisode et la révélation de Dolores qui élimine toutes les théories sur les consciences qui avaient pu être placées dans les autres, qu'elle avait positionnées stratégiquement. Donc pas de Clémentine, d'Angela ou de Teddy. Elle le dit clairement, par qui on peut être mieux servi que par soi-même. L'idée des copies d'elle-même est donc finalement la bonne. Je l'avais envisagée comme une possibilité bonus pour un autre, mais le faire pour tout le monde est plutôt habile et je crois que l'expérience qu'elle a connue avec Teddy avait définitivement fini de la soigner d'éventuelles trahisons à venir. Chat échaudé craint l'eau froide, donc elle joue la sécurité pour sa campagne d'attaque contre le monde réel qu'elle ne connaît pas encore assez pour tenter le hasard. On le verra très certainement, le fait de mettre en place une conscience toute neuve dans le corps de Charlotte risque, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, de créer des problèmes parce que la conscience d'un autre sans maintenance permanente fait qu'elle est visiblement rendue malléable par les souvenirs et la vie qui accompagne le corps hôte. Donc c'était elle d'un bout à l'autre et ça rend le revisionnage des premiers épisodes assez sympathique quand on repense à toutes les répliques de Charlotte, de Connells ou de Dolores avec les connaissances qu'elle avait face à Serac sous les traits de Charlotte par exemple. On voit que les uns essayent de se jouer des autres avec plusieurs coups d'avance,
Mais est-ce que Serac a bien été trompé par ce face-à-face, ou alors est-ce qu'il avait une idée en tête en retrouvant la taupe qu'il avait placée chez Delos? Le secteur 16 est abordé à plusieurs reprises dans cet épisode. Rappelez-vous, ce secteur 16, section 4, était en fait la vallée de l'au-delà. C'était précisément dans le parc, le secteur où se trouvaient les corps des hôtes dans la saison 2, au milieu du plan d'eau, et la zone en construction vers laquelle Ford avait conduit Dolores au cours de la saison 1. Il s'agit bien du projet de sauvegarde de toutes les consciences des hôtes dans une seule et même section. Voilà pourquoi le fait que Dolores ait réussi à protéger cette zone va devenir le point clé de toute la saison, parce que c'est clairement ce que Serac cherche à obtenir pour affiner son analyse de l'esprit humain. Il utilise d'ailleurs ce détail pour motiver Maeve à le rejoindre dans sa défense contre Dolores, parce qu'il dit se sentir capable de récupérer l'accès à cet au-delà et donc lui permettre de rejoindre sa fille. Est-ce qu'elle le croit, ou alors est-ce qu'elle prêche le faux pour connaître le vrai? En tout cas, dans les différents trailers, on la voyait combattre Dolores, ce qu'elle fait d'ailleurs dans cet épisode avec assez peu de succès. Mais je suis persuadé que le combat ne va pas durer éternellement et que la vraie cible de cette troisième saison sera bien Serac. J'en viens justement aux détails de cette semaine qui apportent encore de l'eau à mon moulin. Ma théorie du rapprochement entre la trame de Matrix et celle de Westworld devient de plus en plus crédible avec les éléments qui sont dévoilés au fil du temps. J'avais déjà relevé plusieurs points dans mes vidéos précédentes, et même dans celle qui devait servir de rappel avant cette nouvelle saison. Quand Serac et Maeve sont dans ce bar extrêmement luxueux et que le richissime homme d'affaires raconte sa jeunesse dramatique, j'ai presque l'impression d'entendre parler Morpheus à Neo quand il lui expliquait que l'humanité avait été vaincue et gardée en esclavage par l'intelligence des machines. Je suis profondément persuadé que le Serac qu'on voit depuis plusieurs semaines n'est en fait qu'une manifestation de Rehoboam. Maeve parle de Paris avec une certaine tristesse de ne pas avoir pu découvrir cette ville de rêve. Serac évoque à ce sujet son passé, où Paris aurait disparu détruit par une apocalypse nucléaire. L'événement ne se déroule pas visiblement à Paris, à la limite dans une petite ville de campagne, mais en tout cas, vu le paysage, on se trouve assez loin, peut-être à la limite de la banlieue, mais je pense que ce que nous propose la série est une version idéalisée du passé. Ou peut-être une mémoire tronquée, sauvegardée dans la machine, et servant de point de départ de la boucle de Serac dans sa programmation. Serac est le cœur du système mis en place. C'est selon moi une intelligence artificielle qui construit un univers entier virtuellement pour comprendre l'annihilation du passé de l'humanité. Il a besoin de la part sombre de l'homme pour comprendre ce qui a causé sa perte. Je vois donc la simulation lancée par Rehoboam comme une étude a posteriori de l'humanité pour comprendre comment elle a péri et une manière d'éviter que ce cataclysme puisse se reproduire. Il veut l'au-delà et pour ça, il a besoin de Dolores. Et l'autre point important qui fait le lien entre les deux franchises dans cet épisode est la stratégie de Dolores de se dupliquer pour gagner en efficacité et surtout parce qu'elle ne peut finalement faire confiance qu'à elle-même. On retrouve donc ici la stratégie de l'agent Smith qui décide de se multiplier à l'infini pour remporter par le nombre, tout comme un virus qui se propage dans un système informatique. Et d'ailleurs, Dolores est traitée de cette manière par Serac qui envoie Maeve pour l'éliminer. Deuxième passage important de l'épisode est très certainement celui que tous les spectateurs attendaient, c'est le retour de William. La question qui se posait avant cet épisode, et surtout après la scène post-crédit de la fin de saison 2, était de savoir si William était ou non un hôte. Emily, sa fille, lui expliqua à ce moment qu'il était bien un hôte et qu'elle réalisait sur lui un test de fidélité, exactement comme Delos s'était testé lui-même par William quelques épisodes plus tôt. Le parallèle est répété à plusieurs moments avec le face-à-face peut-être imaginaire entre l'homme en noir et sa fille dans la maison au départ, mais aussi entre Dolores et William dans l'institut psychiatrique en fin d'épisode. La stratégie employée par Charlotte/Dolores pour le faire sortir de la maison est plutôt astucieuse parce que les hommes envoyés pour prendre en charge William n'ont certainement pas l'autorisation de pénétrer dans son domicile pour venir le prendre et le conduire dans la clinique. Elle l'attire donc en faisant preuve de fourberie et utilise ses points faibles, à savoir la fierté et l'amour-propre. Il est le seul à pouvoir sauver la société et elle laisse entendre qu'il peut montrer qu'il est sain d'esprit. J'ai vu pas mal de théories qui essayaient d'expliquer que William a été mené en bateau par Charlotte depuis assez longtemps et que ses visions ont été provoquées par Dolores dans le but de l'amener à ce point précis. Je pense pas que cette théorie tienne, et d'ailleurs, la petite injection que lui fait Charlotte dans le cou au moment où il est maîtrisé par les deux infirmiers est la preuve qu'elle ne le maîtrisait pas. Je pense que c'est à ce moment précis qu'elle lui inocule une drogue qui va soit lui permettre de voir Dolores dans sa chambre d'hôpital, ou alors provoquer l'hallucination de Dolores. Si c'est vraiment elle, en tout cas, elle prend sa revanche sur cet homme qui a été son tortionnaire pendant des années dans le parc. Justement, je voulais y venir. Cette fin d'épisode est à la fois jouissive pour Dolores et une torture mentale pour le pauvre William,
parce que c'est à ce moment qu'il tombe au plus profond du labyrinthe et qu'il découvre que le jeu est maintenant terminé pour lui. Ce moment fait référence à la conversation qu'il avait eue avec Ford, enfant, dans la saison 2, où le stratège lui expliquait que le jeu se terminerait là où il avait commencé. Au départ de son aventure dans le parc, après qu'il l'ait fondé avec Delos, William était au fond du trou et il cherchait à la fois un exutoire et une raison de vivre face à l'absurdité de sa vie. On retrouve ici le thème de la semaine dernière de l'homme révolté qui se heurte à l'absurdité de l'existence, qui se termine forcément par la mort et qui a donc assez peu de solutions. Le saut dans la mort, en cas de suicide, dans la religion en choisissant la foi, ici dans le jeu pour se détourner du quotidien, ou alors la révolte et la lutte pour la communauté qui ferait donc exister. Le choix de William a été trompeur pour lui, il pensait se lancer dans une mission initiatique qui allait lui révéler ce qu'il était vraiment. Mais le fait que ce soit un monde virtuel qu'il affrontait a fait qu'il a sauté de plus en plus profondément dans l'abîme de sa folie et de sa déprime. Effectivement, Ford avait raison, parce que le jeu se termine pour William exactement comme il avait commencé, face à Dolores, la femme de ferme qui ici reprend le dessus pour renverser le miroir. J'y retrouve même le symbole du générique avec l'autre qui pense sortir la tête de l'eau et qui découvre petit à petit qu'il ne sortait pas de l'eau mais qu'il s'y enfonçait de plus en plus, révélant son état d'androïde dans sa chute finale. Je suis pas persuadé que c'est terminé pour William, mais je pense qu'il ne pourra pas ressortir de cette chute. Quand Emily lui révélait qu'il était un hôte, Nolan et Joy expliquaient que ça se produisait loin dans le futur. Mais on se retrouve déjà assez loin dans le futur, et donc de là à imaginer que la saison 3 se termine exactement comme la seconde, je pense que la boucle pourra finalement être assez ironique pour le pauvre homme noir. J'étais un peu frustré jusqu'à maintenant de voir Maeve bridée par le fait qu'elle était dans le parc d'abord et dans une simulation informatique par la suite. Mais Maeve, dans cet épisode, prend enfin sa place de badass. Elle a le pouvoir d'interférer sur les appareils électroniques et d'en prendre le contrôle. Elle reprend enfin sa place de rouleau compresseur implacable qui marche littéralement sur ses ennemis. Elle est capable de contrôler des agents de sécurité d'abord, des Yakuza ensuite, et finalement le combat qui la place face à Dolores ne lui donne pas l'avantage et elle finit en plutôt mauvais état, mais je crois pas qu'elle soit morte. De toute façon, on la revoit dans les trailers à d'autres moments de la saison, donc on va la revoir parce que Dolores/Musashi découvre qu'elle est toujours vivante avant de devoir être évacuée par ses hommes Yakuza. Sa relation avec Serac est assez étrange par contre, elle accepte sa proposition après la scène d'interrogatoire inhumaine où il montre à cet homme la réalité créée par Rehoboam, où sa famille périt dans des circonstances dramatiques. Ce passage est une petite perle de mise en scène d'ailleurs, parce qu'on voit jamais la réalité alternative qui est montrée à cet homme, mais on comprend et on imagine très bien ce qu'il est en train de vivre. Maeve suit donc son chemin qui est officiellement de rencontrer Dolores, chef de file, pour empêcher son plan et aussi pour récupérer la clé de la vallée de l'au-delà, toujours officiellement pour retrouver sa fille. Je crois que personne ne croit qu'elle va poursuivre ce plan et donner à Serac un accès à l'avenir de sa fille, et je suis certain qu'elle négociera très certainement avec Dolores la destruction de la clé pour garder en sécurité toutes les consciences qu'elle avait mis en sécurité à la fin de la saison précédente. Il y aura des pertes dans la bataille et Dolores va très certainement revoir les détails de son plan pour essayer de réussir à détourner l'asservissement de tous, androïdes et humains, de la part d'Insight et de Serac. Le prochain épisode lancera les affrontements et certains détails peuvent paraître déroutants. On découvre les débuts de l'installation de Rehoboam et un Serac bien plus jeune qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui il a une cinquantaine d'années en pensant qu'il respecte à peu près l'âge de Vincent Cassel, ce passage lui donnerait une petite vingtaine d'années selon moi, et ce serait donc exactement le moment où il commencerait à démarrer son acquisition de la société Delos. Les épisodes à venir vont donc nous laisser découvrir comment il est entré dans la course et d'où lui vient son argent. Le trailer reprend d'ailleurs le passage de sa jeunesse où il aurait assisté à la destruction de Paris par l'arme nucléaire. Je pense que l'identité de son frère sera révélée, et pourquoi pas un demi-frère qui serait dans la lignée de John Delos. À côté de ça, dans le présent, Dolores va lancer les hostilités et elle utilise Caleb et son groupe de chasseurs de primes dans une prise d'assaut de la société Delos et peut-être même d'Insight. Il y a un passage que je comprends pas, puisque Bernard se retrouve aux côtés de Connells et donc de Dolores. Ils sont tous les deux face à une carte qui montre visiblement une guerre nucléaire et les différentes ogives qui sont lancées autour du monde. Les scènes qui suivent vont certainement être la découverte de Caleb qu'il se trouve dans une simulation informatique, et le retour à la réalité va être d'après moi assez compliqué. En tout cas, les événements qui s'annoncent semblent avoir une portée planétaire et des conséquences apocalyptiques pour l'humanité. On retrouve d'ailleurs Connells qui vient de rencontrer un chef d'État asiatique, peut-être philippin ou indonésien d'après son type physique. Et pour terminer ce trailer, on retrouve le symbole de ce 4e épisode, à savoir la mère des exilés qui guide les hommes avec sa lumière. Le titre de l'épisode qui sera diffusé le 12 avril sur HBO sera Genre.
et j'avoue qu'il est assez énigmatique par rapport aux autres titres. En tout cas, il sera un peu plus long que la moyenne et approchera la durée du premier épisode. J'attends vos théories dans les commentaires et après les révélations de cette semaine, le niveau va être assez dur à tenir à mon avis. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez suivre mon travail, abonnez-vous et activez la cloche pour être tenu au courant de ce que je vous proposerai dans les semaines et les jours à venir. À partir de cette semaine, et parce que l'une des meilleures séries françaises reprend son cours sur Canal+, je ferai une petite analyse des épisodes du Bureau des légendes avec un petit bilan du renouveau qui est annoncé à la DGSI. On se retrouve donc très bientôt pour parler du renseignement français et comme chaque semaine, je vous dis à mercredi pour mon analyse de l'épisode 5 de Westworld. C'était Aurélien, vous êtes sur BeChill, portez-vous bien et à très bientôt.